Alors des blancs arrivent à chacun de nous, surtout dans des périodes de stress, comme ne plus se rappeler où sont les clés de voiture, ne plus se souvenir du prénom d'une personne ou d'une date d'anniversaire, ou avoir de la peine à s'orienter. Au fil des ans, avec l'avancée en âge, la mémoire devient aussi plus fragile. C'est normal, cela fait partie du processus de vieillissement. Lorsque les oublis deviennent fréquents et perturbent les activités quotidiennes, mieux vaut en parler avec son médecin. À quel moment faut-il s'inquiéter des troubles de mémoire? Nous en parlons avec le docteur Stéphane Heyer, médecin adjoint du service de gériatrie et du centre de la mémoire du centre hospitalier du Valais-Roman et qui est aussi membre du comité de l'association Alzheimer Valais-Vallis. Pourquoi perd-on la mémoire en vieillissant? Alors, c'est vrai que les problèmes de mémoire, c'est des problèmes liés à l'âge. Et puis qu'à partir de 65, 70 ans, etc., la mémoire va avoir tendance à diminuer au début de manière insidieuse. Et puis si on rentre vraiment dans un processus pathologique, alors là, on peut rentrer dans un réel problème de maladie de la mémoire. Ce qui devient plus difficile, c'est lorsque la personne a une gêne dans son activité quotidienne en raison de ces problèmes de mémoire. Ça veut dire qu'elle n'arrive plus à réaliser certaines tâches, typiquement gérer ses affaires financières et administratives, ou encore gérer ses médicaments, ou encore utiliser les transports publics ou conduire la voiture. À ce moment-là, les troubles cognitifs sont au-delà d'oubli bénin. Et là, on rentre vraiment dans un processus de troubles neurocognitifs. Pour ne pas confondre problème de mémoire et troubles cognitifs, quelle est la différence ? Alors, les troubles cognitifs, au fond, ça veut dire qu'il y a une atteinte de plusieurs champs cognitifs. Il y a la mémoire qui peut être touchée, et dans la mémoire, il y a aussi différents types de mémoire. Il y a la mémoire des événements récents, c'est la mémoire épisodique, et aussi la mémoire des souvenirs plus anciens, c'est la mémoire sémantique. Donc ça, c'est un champ cognitif, la mémoire. Mais comme autre fonction cognitive, il y a aussi le langage. Il y a aussi les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est capacité à planifier une tâche, à organiser une tâche, à faire preuve d'abstraction, d'imagination, de créativité. Aussi tout ce qui est capacité à juger, à raisonner. Globalement, tout ce qui nous permet de nous adapter à une situation changeante. Donc ça, c'est les fonctions exécutives, c'est aussi une fonction cognitive. Et les autres fonctions cognitives, c'est la capacité à pouvoir utiliser des instruments et aussi la capacité à pouvoir reconnaître des objets, des personnes et des lieux. Donc, toutes ces fonctions cognitives, globalement, ça constitue les fonctions cognitives qui nous permettent de fonctionner au quotidien. Alors, hormis l'âge, est-ce qu'il y a des causes, événements qui peuvent conduire à des pertes de mémoire ? C'est vrai que l'âge, au fond, c'est le facteur de risque le plus important pour avoir des oublis et avoir des problèmes de mémoire. Maintenant, il peut y avoir d'autres phénomènes. Ce qui est souvent rencontré chez les personnes âgées, c'est des périodes de confusion qui surviennent dans des situations particulières, comme par exemple une élévation de la température dans une infection, ou des problèmes d'hydratation, ou la prise de médicaments qui ne sont pas bien tolérés, ou des problèmes de transit ou de miction, surtout chez les hommes. Et à ce moment-là, il y a des périodes de confusion qui sont différents, au fond, des problèmes de mémoire qui évolueraient de manière plus insidieuse et qui évolueraient plus lentement dans le temps. Donc ces périodes de confusion, c'est susceptible de s'améliorer si on corrige les causes de l'état de confusion. Donc ça, c'est une autre cause, si on veut, de problèmes cognitifs. C'est les états confusionnels qui sont donc secondaires à d'autres problèmes de santé. À quel moment faut-il s'en inquiéter quand viennent ces signes de confusion, par exemple ? Il faut s'en inquiéter lorsque la personne n'arrive plus à gérer son quotidien, lorsqu'elle n'arrive plus à prendre correctement ses médicaments, lorsqu'elle n'arrive plus à faire ses courses, lorsqu'elle n'arrive plus à préparer ses repas, et puis globalement lorsque les proches ressentent une mise en danger de la personne
et puis qu'il est nécessaire d'instaurer de l'aide pour faire en sorte qu'elle puisse continuer ses activités, mais avec de l'aide et plus, au fond, de manière totalement indépendante. Il y a différentes manières de prendre en charge le problème et différentes personnes. Il y a le médecin traitant qui peut déjà faire une évaluation, faire certains tests de dépistage pour les troubles cognitifs. Et puis, il y a alors un autre centre de la mémoire où on a une approche plus médicale et rigoureuse, où alors on va faire des tests cognitifs plus complets, faire des techniques d'imagerie pour voir exactement les centres de la mémoire et l'aspect du cerveau. Et puis aussi proposer une prise en charge globale et trouver des solutions lorsqu'il y a des problèmes de mémoire. Alors, la perte de mémoire est souvent associée à la maladie d'Alzheimer, ce qui peut conduire les personnes à ne pas oser consulter un médecin de peur du diagnostic. Est-ce que vous, dans votre quotidien au centre de la mémoire, vous êtes confronté à ce type de situation? Il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des personnes qui, au fond, réalisent qu'elles ont des oublis et puis qui s'en inquiètent. Et puis, d'elles-mêmes, elles demandent à faire une évaluation et, au fond, elles attendent d'avoir un diagnostic. Et le fait de pouvoir préciser l'atteinte, les problèmes, ça a un aspect aussi un peu rassurant pour elles parce qu'elles pourront prendre des dispositions pour la suite. Et puis après, il y a aussi d'autres patients qui ne réalisent pas qu'il y a des problèmes de mémoire. On dit que ces personnes sont anosognosiques, elles ne reconnaissent pas leurs problèmes, leurs difficultés. Et souvent, alors, c'est les proches qui sont inquiets. Et là, je dois dire que la prise en charge est toujours plus difficile parce que la personne ne réalise pas ses problèmes et puis pourtant, il est souvent nécessaire de lui apporter de l'aide, en tout cas de trouver des solutions pour que ça aille bien pour elle. Il existe réellement des stratégies qui permettent de ralentir les pertes de mémoire et de bien stabiliser la situation. Je dirais, classiquement, on dit que les activités qu'il faut promouvoir chez les personnes âgées pour maintenir les capacités cognitives, c'est l'activité physique régulière. Juste de quoi accélérer un peu la fréquence cardiaque, provoquer un peu de transpiration. Et ça, c'est l'indice qu'il y a une meilleure circulation cérébrale, une meilleure perfusion. Et en étant mieux irrigué, le cerveau est aussi capable, si on veut, de réparer des petits dommages. Ensuite, il y a la pratique d'activités de loisirs qui sont de type cérébral, qui demandent de la concentration, de l'attention, comme par exemple la lecture ou des jeux cérébraux. Et puis, comme troisième type d'activité, c'est tout ce qui est engagement social, tout ce qui favorise les interactions sociales. Et ça, c'est quelque chose de très important pour la personne âgée, d'entrer en lien avec d'autres personnes, de pouvoir communiquer. Une personne âgée qui est seule à domicile, sans possibilité d'interaction sociale, elle est à quelque part pas favorisée et puis elle peut être même à risque d'avoir une perte cognitive plus forte. Apprendre une langue, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait proposer à des personnes qui seraient motivées de réapprendre ou d'apprendre une nouvelle langue, un nouveau vocabulaire et de la sorte aussi d'interagir avec d'autres participants dans un cours de langue par exemple. Il y a aussi d'autres activités qui sont possibles de faire. C'est par exemple jouer d'un instrument de musique ou chanter au sein d'une chorale. Donc c'est des activités plus complexes qui font appel à différents stimuli. Il faut pouvoir entendre la musique, comprendre le rythme. Donc ça, c'est des activités peut-être qui ne sont pas forcément désirées par tout le monde, mais qui vaut la peine d'être proposées parce que c'est des activités intellectuellement très complexes qui ont un réel effet sur le fonctionnement de la mémoire et la prévention des pertes de mémoire. Un autre exemple, peut-être encore, c'est la danse.
qui est aussi une activité complexe au cours de laquelle il faut pouvoir coordonner les mouvements, il faut pouvoir s'ajuster avec les mouvements du partenaire, il faut pouvoir aussi alors entendre la musique, le rythme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, favorise le bien-être à la fois psychique et aussi physique. L'alimentation, une alimentation équilibrée, est-ce que ça aide aussi à maintenir un cerveau en forme ? Alors oui, je pense que l'alimentation, c'est un des facteurs qui peut moduler au fond la mémoire et les problèmes cognitifs, mais pas seulement. C'est plutôt l'alimentation en combinaison avec les autres interventions. Donc en combinaison avec l'activité physique, si elle est possible à réaliser, de manière adaptée à la personne, en combinaison aussi avec les activités cérébrales, avec l'engagement social. Et ce que l'on recommande, c'est, dans la mesure du possible, une diète de type méditerranéenne, idéalement, c'est-à-dire des repas qui seraient riches en poissons, qui contiennent des aliments riches en oméga 3, oméga 6, en antioxydants. Donc ces aliments, ces nutriments-là ont un effet protecteur sur le cerveau. Alors comment aider une personne qui a des oublis, comment la rassurer ? Les troubles cognitifs, donc ces différents champs cognitifs et toutes les capacités cognitives ne sont pas touchées de la même ampleur. Et très souvent, il y a quand même des capacités cognitives qui sont intactes et qui restent préservées même à des stades avancés de la maladie. Par exemple, la mémoire. Il se peut que la personne ait des problèmes de mémoire récente, qu'elle oublie même au fur et à mesure les consignes, les informations. Mais par contre, la mémoire ancienne, autobiographique, elle peut être préservée même à des stades très avancés. Et il est alors possible d'utiliser cette mémoire autobiographique en demandant à la personne de parler de souvenirs anciens qu'elle connaît bien, qu'elle peut restituer. Et en parlant d'elle-même, la personne peut au fond se reconstituer, se créer une identité. Et très souvent, elle peut raconter des événements, des histoires qui sont très intéressantes et puis qui la mettent en valeur. Un autre exemple, c'est le langage. Alors parfois les personnes peuvent avoir des difficultés à trouver les mots, à finir les phrases, à trouver les bons mots. Et une manière d'aider ces personnes, c'est simplement de suggérer le bon mot ou de terminer la phrase en étant soutenant, mais en aidant de la sorte la personne à mieux communiquer. On peut poser une question fermée en lui disant « Est-ce que tu veux boire du café ou du thé ?» Et alors là, la réponse, elle est plus aisée pour la personne. Alors, où trouver des informations, un soutien lorsqu'un de nos proches souffre de troubles de la mémoire ? Il y a plusieurs aides possibles. Il y a un réseau qui se développe dans toutes les régions de la Suisse. Mais je dirais, il y a le médecin traitant qui a une position centrale. Il y a les services de soins et d'aide à domicile. Et puis, donc, il y a des consultations spécialisées. Il y a aussi toutes sortes d'associations, comme l'association Alzheimer, comme Prosenectute, etc. Et puis, l'important, c'est que la personne soit au fond mise en contact et puis qu'il y ait une coordination avec ces différents intervenants.